En mai 1971, il y a les élections municipales qui vont donner 51% à l'unité populaire. C'est un réel succès puisque l'unité populaire progresse depuis l'élection d'Allende. Et c'est sans doute la première occasion manquée pour aller plus vite et plus loin. En effet, pour Allende, ce résultat, donc une progression, ça confirme la validité de son approche électoraliste et légaliste. Et d'ailleurs, il saisit l'occasion pour mettre en avant ce qu'il va appeler la voie chilienne vers le socialisme. Dans un discours au Parlement, il déclare « Le peuple du Chili a conquis le pouvoir politique sans se servir des armes. Il avance sur le chemin de la libération sociale sans avoir dû combattre un régime despotique ou une dictature, en luttant simplement contre les institutions d'une démocratie libérale et ses limitations. Notre peuple souhaite à bon droit parcourir l'étape de la transition vers le socialisme sans se servir d'un système de régime autoritaire. Aujourd'hui, le Chili est le premier pays au monde à construire le second modèle de transition vers une société socialiste. » Quand il parle du second modèle, pour lui, le premier modèle, c'est la révolution d'octobre russe. Les premières critiques à cette prise de position vont venir du propre parti de Salvador Allende. Pour une partie de la direction du Parti socialiste, il faudrait au contraire exploiter immédiatement le résultat des élections municipales, qui montrent une expression de la volonté maintenant majoritaire, pour, comme ils disent, détruire la base économique et institutionnelle de l'impérialisme dans notre pays. Concrètement, le PS réclame l'accélération des nationalisations, la dissolution du Parlement et des instances de contrôle juridique, et même la démocratisation du pouvoir militaire. Bon, le PS reste assez vague sur ce point, mais il suggère des actions des militants socialistes en direction des militaires. Et puis, le PS conclut en rappelant ses résolutions de congrès, à savoir que la conquête définitive du pouvoir, la destruction de l'appareil d'État bourgeois, la socialisation des moyens de production passe inévitablement vers un engagement armé entre les classes par l'écrasement de la sédition réactionnaire et bourgeoise. Dans cette foulée, en juin 1971, on assiste à une reconstitution en fait, de l'unité de la droite. La démocratie chrétienne lance une offensive politique, dans un premier temps contre le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, qui est accusé de sédition et de terrorisme, et dans un deuxième temps sur l'unité populaire, qui est accusé de couvrir les actions du MIR, les occupations illégales de terres ou d'entreprises. Au sein de la coalition gouvernementale, le courant le plus à droite, notamment le PC chilien, met également en cause le MIR. Celui-ci réplique assez vivement et critique les hésitations de l'unité populaire, notamment en matière d'extension du secteur de propriété sociale, du secteur nationalisé. Ainsi, il déclare, le MIR, « Certains secteurs ou individus de l'unité populaire ont cru que c'était le moment d'ouvrir la polémique au sein de la gauche et d'exiger du MIR qu'il se définisse ou qu'il médite. » Ce n'est pas le MIR qui doit se définir, c'est le Parti communiste qui doit définir son attitude à l'égard de ce qu'il appelle les prises de terre arbitraires, mais aussi à l'égard des prises des grandes entreprises et des fundos, les latifundios, les grandes propriétés terriennes, à savoir, sont-elles ou non une forme légitime de la lutte des travailleurs. Au niveau parlementaire, la démocratie chrétienne va lancer un processus de réforme constitutionnelle qui est connu sous le nom de loi Hamilton-Fuensalba. Il s'agit en fait, pour donc le centre droit, de définir dans un sens très restrictif et très strict l'ère de propriété sociale, le secteur nationalisé. Le problème est que si la droite a la majorité à l'Assemblée, elle n'a pas les 2/3 qui lui permettraient de modifier la Constitution et donc de faire passer sa définition du secteur nationalisé dans la loi et la Constitution. Pour sortir de ce qui est considéré comme une impasse constitutionnelle, sortir de cette impasse va être en fait le prétexte de la droite de l'unité populaire pour relancer la négociation avec la démocratie chrétienne, qui par ailleurs n'a aucune intention d'arriver à un accord avec l'unité populaire et qui cherche seulement à affaiblir l'unité populaire. La confrontation n'est pas seulement parlementaire. En fin 1971, la bourgeoisie organise des manifestations des casseroles avec les femmes des beaux quartiers, la démocratie chrétienne, le Parti national, donc qui est le principal parti de droite, les milices fascistes de Patrie et Liberté. À la suite de ces manifestations, c'est le ministre de l'Intérieur, donc le ministre de l'Intérieur de l'Unité populaire, qui est mis en accusation pour la répression de la manifestation et aussi pour ce qui est appelé l'affaire du GAP, le GAP. Le GAP, c'est en fait le groupe des amis du président. C'est une structure très particulière qui est chargée de la protection de Salvador Allende.
En fait, ce groupe est constitué au départ entièrement de militants du MIR et par la suite, dans une très large majorité, de militants du MIR. Donc on a cette situation un peu étrange que, pour assurer sa protection, le président, Salvador Allende, ne fait pas confiance aux services de l'État chilien, ni à la police, ni à la gendarmerie, ni à l'armée, ni aux services sociaux. Il fait confiance à une protection militante, mais il ne confie même pas cette protection militante à son propre parti, mais aux militants d'une organisation qui non seulement ne fait pas partie de l'unité populaire, mais critique quotidiennement le pouvoir. En fait, c'est une situation un peu paradoxale qui illustre aussi la complexité des rapports politiques, militants et personnels qui existent entre certains secteurs de l'unité populaire et le mouvement de la gauche révolutionnaire. C'est dans ce contexte, donc d'accélération des confrontations, que se déroule l'épisode du manifeste de Linares, qui éclaire aussi bien la stratégie du MIR, qui éclaire sur la stratégie du MIR et sur ses rapports avec l'unité populaire. La province de Linares est en fait une province agricole, avec une assez grande polarisation entre paysans pauvres et latifundis, les grands propriétaires terriens. Cette situation provoque une forte pression d'une base paysanne radicale sur l'unité populaire. En décembre 1971, un manifeste revendicatif est publié qui considère que la loi de réforme agraire actuelle ne correspond pas aux véritables intérêts des paysans, et en conséquence, il revendique l'élimination immédiate des grandes propriétés, la diminution de 80 à 40 hectares la limite d'expropriation des domaines, le refus d'indemniser les propriétaires expropriés sous le motif que les paysans ont déjà payé par leur travail, et ainsi que l'élection de conseils paysans et l'extension de leurs prérogatives. Ce document est signé localement par tous les partis de l'unité populaire, ainsi que par le MIR et le Conseil paysan provincial. Néanmoins, au niveau national, le Parti communiste va désavouer la signature du Parti communiste de cette région. Au cours de l'année 1972, des premiers mois de l'année 72, on assiste à une relance des occupations d'entreprises, notamment à l'initiative du MIR, et à la montée en puissance de la revendication par des collectifs de travailleurs d'être intégrés au secteur de propriété sociale. Au final, le nombre d'entreprises sous contrôle, qu'elles soient nationalisées ou dans le régime dit sous intervention, est très supérieur à celui qui était prévu initialement par le programme de l'unité populaire. Et en fait, le mouvement continue. Sur ce terrain, le MIR n'est pas isolé, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans l'action non seulement avec les secteurs radicaux du salariat, de la classe ouvrière, mais aussi avec des secteurs de l'unité populaire, notamment du Parti socialiste. Ainsi, le ministre de l'économie, qui à l'époque est toujours Pedro Vuskovic, va impulser le mouvement, et par exemple, il assume l'occupation d'une entreprise, Ceresita, et va déclencher un processus de nationalisation. Mais ce processus va être suspendu lorsqu'on est en pleine renégociation de la dette chilienne, notamment avec les créanciers européens, et on découvre que cette entreprise, en fait, appartient à un groupe allemand. Et donc la droite de l'unité populaire en profitera pour critiquer la surenchère de Vuskovic. Dans les 5 prochains volets, ce qu'on étudiera, c'est l'accélération de la confrontation, en particulier au moment de la grève de la bourgeoisie, ce qui a été en octobre 1972, qui a été appelé l'octobre chilien, et puis ensuite la marche vers le coup d'État.